Le 2 janvier 2026, à 15h30, heure de Caracas, le président vénézuélien Nicolás Maduro recevait un invité de marque au palais de Miraflores, Chi Xiaoqi, le représentant spécial du président Xi Jinping pour l'Amérique latine et les Caraïbes. Les deux hommes ont posé pour des photos. Ils ont échangé des sourires. Maduro a remercié le président Xi Jinping pour sa fraternité continue, comme celle d'un grand frère. Ils ont réaffirmé leur engagement pour un monde multipolaire de développement et de paix. Moins de 10 heures plus tard, des hélicoptères américains volaient à 30 mètres au-dessus de l'eau, se dirigeant vers Caracas. À 2h du matin, les forces spéciales Delta de l'armée américaine ont arraché Maduro de sa chambre. À 4h29, le président du Venezuela était à bord de l'USS Iwo Jima, direction New York, accusé de narcoterrorisme. Et la Chine regardait, impuissante. Son allié le plus important en Amérique latine venait d'être capturé sous ses yeux. Ses milliards de dollars d'investissement suspendus dans l'incertitude. Sa stratégie géopolitique pour l'hémisphère occidental en ruine. Abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications. Ce que je vais vous expliquer change l'équilibre des forces mondiales. Dans la recherche financière, vous trouverez l'analyse complète de l'exposition financière chinoise au Venezuela, les 60 milliards de prêts, les investissements pétroliers et ce que cela signifie pour vos placements. Lien dans la description. Commençons par comprendre l'ampleur de ce qui s'est passé. L'opération Absolute Resolve n'était pas seulement une opération militaire. C'était un message. Un message adressé directement à Pékin. Et le timing n'était pas un hasard. Capturer Maduro quelques heures après sa rencontre avec l'émissaire de Xi Jinping, c'était une humiliation calculée, une démonstration de force. Un rappel que dans l'hémisphère occidental, c'est Washington qui décide, pas Pékin. Le secrétaire d'État Marco Rubio l'a dit clairement lors de ses apparitions télévisées après l'opération. C'est l'hémisphère occidental. C'est là que nous vivons. Et nous n'allons pas permettre que l'hémisphère occidental devienne une base d'opération pour les adversaires, les concurrents et les rivaux des États-Unis. Le département d'État a publié sur X « C'est notre hémisphère et le président Trump ne permettra pas que notre sécurité soit menacée ». Trump lui-même a inventé un nouveau terme, la « Doctrine Monroe », un jeu de mots combinant son prénom et la doctrine Monroe de 1823. La doctrine Monroe est importante, mais nous l'avons largement dépassée. Il l'appelle maintenant la doctrine Monroe, a déclaré Trump lors de sa conférence de presse à Mar-a-Lago. La domination américaine dans l'hémisphère occidental ne sera plus jamais remise en question. C'est un langage que le monde n'avait pas entendu depuis des décennies. Un langage qui rappelle les interventions américaines du XXe siècle. Le Panama en 1989, la Grenade en 1983, la République dominicaine, Haïti, le Nicaragua. Mais cette fois, il y a une différence. Cette fois, la cible n'était pas seulement un petit pays d'Amérique latine. C'était l'allié stratégique le plus important de la Chine dans la région. Et la Chine le sait. Regardons les chiffres. Le Venezuela et la Chine ont commencé à forger leur alliance en 2001 sous Hugo Chavez. C'était le premier pays hispanophone à signer un partenariat de développement stratégique avec Pékin. En 2007, les deux pays ont créé le Fonds conjoint sino-vénézuélien, un mécanisme de prêt contre pétrole. La Banque de développement de Chine avançait des fonds au Venezuela. Le Venezuela remboursait avec des livraisons de pétrole à CNPC, la compagnie pétrolière nationale chinoise. Entre 2007 et 2006, la Chine a prêté au Venezuela 62,5 milliards de dollars, presque la moitié de tous les prêts chinois à l'Amérique du Sud pendant cette période. Le Venezuela est devenu le plus grand bénéficiaire de financement chinois au monde, pas seulement en Amérique latine, au monde. En septembre 2023, la Chine a élevé le Venezuela au rang de partenariat stratégique tous temps. C'est la désignation diplomatique la plus élevée que Pékin maintient. Seuls 5 autres pays partagent ce statut. Le Pakistan, la Biélorussie, l'Éthiopie, l'Ouzbékistan. Et maintenant, le président de ce partenaire stratégique tous temps est dans une cellule à New York, accusé de trafic de drogue. Et la Chine ne peut rien faire. Analysons l'exposition financière chinoise. Selon 8Data, un laboratoire de recherche de l'université William & Mary, le Venezuela devait à la Chine plus de 105 milliards de dollars vers 2006. Une grande partie de cette dette a été remboursée avec des livraisons de pétrole, mais le Venezuela reste endetté. Les estimations actuelles varient. Le Center on Global Energy Policy de l'Université Columbia estime la dette restante entre 10 et 12 milliards de dollars. D'autres analystes parlent de 10 à 15 milliards. Ce qui est certain, c'est que des milliards de dollars d'investissements chinois sont maintenant en jeu. Petite pause, ce que je viens de vous expliquer n'est que la partie émergée de l'iceberg. Dans la recherche financière, vous trouverez l'analyse secteur par secteur des investissements chinois au Venezuela. Pétrole, télécommunications, infrastructures. Et surtout, les implications pour les marchés mondiaux.
Lien ci-dessous. Continuons. Parlons du pétrole. Le Venezuela possède les plus grandes réserves prouvées de pétrole au monde. 303 milliards de barils, plus que l'Arabie Saoudite. Et la Chine est le plus grand acheteur de pétrole vénézuélien. Selon Kepler, une firme d'analyse énergétique, plus de la moitié des exportations de brut vénézuélien, soit environ 768 000 barils par jour en 2024, étaient destinées à la Chine. Cela représente environ 68% des exportations totales de pétrole du Venezuela. En 2025, selon Vortexa, les importations chinoises de brut vénézuélien ont atteint environ 470 000 barils par jour. C'est environ 4-5% des importations de brut par voie maritime de la Chine. Mais ces chiffres officiels sont trompeurs. Les statistiques officielles chinoises montrent des importations beaucoup plus faibles. Seulement 30 000 barils par jour en 2024, selon l'administration générale des douanes de Chine. Pourquoi cette différence? Parce que les expéditeurs ont tout fait pour dissimuler l'origine vénézuélienne du pétrole. Ils utilisent des flottes fantômes, des transferts de navire à navire en haute mer. Ils rebaptisent le brut comme provenant de Malaisie ou du Brésil. Ils falsifient les signaux de localisation des pétroliers. Tout cela pour contourner les sanctions américaines. Et maintenant, Trump dit que les États-Unis vont diriger le Venezuela, qu'ils vont reconstruire l'industrie pétrolière, que les compagnies pétrolières américaines vont dépenser des milliards. Et le secrétaire d'État Rubio a été explicite. Les États-Unis ne veulent pas que la Chine et d'autres adversaires américains contrôlent cette industrie. La Chine se retrouve face à un dilemme. Son accès au pétrole vénézuélien dépend maintenant de la bonne volonté de Washington. Et Washington n'est pas d'humeur généreuse. Au-delà du pétrole, il y a les investissements directs. CNPC, la China National Petroleum Corporation, était un investisseur majeur avant les sanctions américaines de 2019. Elle produit toujours du brut dans la coentreprise Sinovensa avec PDVSA, la compagnie pétrolière d'État vénézuélienne. China Concord Resource Corp, une entreprise privée, avait commencé à développer 2 champs pétroliers vénézuéliens dans le cadre d'un accord de 20 ans signé en 2024. Investissement prévu, $1 milliard. Production cible, 60 000 barils par jour d'ici fin 2026. Tout cela est maintenant en suspens. Les entreprises chinoises ne savent pas si leurs contrats seront honorés. Elles ne savent pas si elles pourront continuer à opérer. Elles ne savent même pas si leurs employés sont en sécurité. Le ministère chinois des Affaires étrangères a publié un avertissement à ses citoyens. Surveiller de près la situation sécuritaire locale. Renforcer les mesures préventives. Éviter les déplacements inutiles. Rester à l'écart des zones de conflit. C'est le langage d'une évacuation imminente, pas celui d'un partenariat stratégique florissant. Quelle a été la réaction officielle de la Chine? Forte en parole, faible en action. Le 3 janvier, quelques heures après la capture de Maduro, le ministère chinois des Affaires étrangères a publié une déclaration. La Chine est profondément choquée et condamne fermement l'utilisation flagrante de la force par les États-Unis contre un État souverain et son action contre son président. Un tel comportement hégémonique des États-Unis viole gravement le droit international, porte atteinte à la souveraineté du Venezuela et menace la paix et la sécurité en Amérique latine et dans les Caraïbes. La Chine s'y oppose fermement. Le 5 janvier, lors de la conférence de presse régulière du ministère, le porte-parole Lin Jian a réitéré la position chinoise. La Chine appelle les États-Unis à garantir la sécurité personnelle du président Maduro et de son épouse, à les libérer immédiatement, à cesser de renverser le gouvernement du Venezuela et à résoudre les problèmes par le dialogue et la négociation. La Chine a soutenu la demande de réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le 5 janvier, le représentant permanent adjoint de la Chine aux Nations Unies, Sun Lei, a prononcé un discours virulent. La Chine est profondément choquée et condamne fermement les actes unilatéraux, illégaux et d'intimidation des États-Unis. En tant que membre permanent du Conseil, les États-Unis ont ignoré les graves préoccupations de la communauté internationale, piétiné de manière flagrante la souveraineté, la sécurité et les droits légitimes du Venezuela, et gravement violé les principes d'égalité souveraine. Des mots forts. Mais des mots seulement, car la vérité est que la Chine n'a pas les moyens d'agir. C'est le paradoxe chinois au Venezuela. Pékin a investi des dizaines de milliards de dollars dans le pays. Il a élevé le Venezuela au plus haut niveau de partenariat diplomatique. Il a envoyé son émissaire spécial rencontrer Maduro la veille même de sa capture. Et quand les États-Unis ont agi, la Chine n'a pu faire que des proclamations critiquant les actions américaines, comme l'a noté l'analyste Sean Ryan du China Market Research Group. Il n'y a pas grand-chose que la Chine puisse faire. Franchement, elle n'a pas la puissance militaire. Elle n'a que 2 bases militaires en dehors de la Chine, tandis que l'Amérique en a 800. Historiquement, la Chine n'est pas belliqueuse. La Chine va simplement faire des proclamations critiquant les actions des États-Unis, mais elle ne va pas riposter par une action militaire et elle ne va probablement pas riposter par des sanctions économiques. C'est la dure réalité.
Le Venezuela est à plus de 13 000 km de la Chine, au-delà des capacités de projection de force de Pékin, au-delà de son appétit pour le risque actuel. Et Washington le sait. Ce qui nous amène à la question stratégique fondamentale. Qu'est-ce que tout cela signifie pour l'ordre mondial? Première implication. La doctrine Monroe est de retour, et elle est plus agressive que jamais. La stratégie de sécurité nationale, publiée par l'administration Trump en décembre 2025, est explicite. Après des années de négligence, les États-Unis vont réaffirmer et appliquer la doctrine Monroe pour restaurer la présence américaine dans l'hémisphère occidental. Nous refuserons aux concurrents non hémisphériques la capacité de positionner des forces ou d'autres capacités menaçantes ou de posséder ou contrôler des actifs stratégiquement vitaux dans notre hémisphère. Ce corollaire Trump à la doctrine Monroe est une restauration de bon sens et puissante du pouvoir et des priorités américains. C'est un langage que l'on n'avait pas entendu depuis Theodore Roosevelt en 1904. Le corollaire Roosevelt avait affirmé le droit des États-Unis d'intervenir en Amérique latine en cas de mauvais comportement chronique. Le corollaire Trump va plus loin. Il cible spécifiquement la Chine et ses alliés. Deuxième implication, 22 pays d'Amérique latine participent à l'initiative Ceinture et Route de la Chine. L'opération au Venezuela expose cette présence comme vulnérable à la puissance militaire américaine. Comme l'a noté un rapport de l'AUDI, un think tank britannique, les investissements économiques ne peuvent pas se substituer à la capacité militaire. La Chine peut investir des milliards. Elle peut construire des ports, des routes, des centrales électriques. Mais quand les États-Unis envoient leurs forces spéciales, tout cela ne compte pas. Troisième implication, Taïwan. Sur les réseaux sociaux chinois, le sujet a explosé. Les topics liés à la capture de Maduro par Trump ont reçu plus de 650 millions d'impressions sur Weibo, la plateforme de médias sociaux chinoise similaire à X. Beaucoup d'utilisateurs suggéraient que cela pourrait offrir un modèle pour une prise de contrôle militaire de Taïwan par Pékin. L'arrestation du président vénézuélien nous a donné un bon exemple. Le William Lai de Taïwan doit trembler de peur, maintenant, a écrit un commentateur, faisant référence à Lai Ching-te, le président de Taïwan. Si les États-Unis peuvent saisir un dirigeant dans leur arrière-cour, demandent beaucoup. Pourquoi la Chine ne pourrait-elle pas faire de même? Mais les experts sont sceptiques. Ryan Haas, directeur du China Center de Brookings, a écrit sur X que les événements au Venezuela ne modifieront pas dramatiquement le calcul de Pékin sur Taïwan. La Chine considère Taïwan comme une question interne. Elle n'a aucun mal à concilier son soutien à la souveraineté vénézuélienne avec son mépris pour celle de Taïwan. Le législateur taïwanais Wang Qingyu a rejeté l'idée. La Chine n'est pas les États-Unis et Taïwan n'est pas le Venezuela. Les comparaisons selon lesquelles la Chine peut faire la même chose à Taïwan sont fausses et inappropriées. La Chine n'a jamais manqué d'hostilité envers Taïwan militairement. Ce qui lui manque, ce sont des moyens réalisables. Vous trouverez l'analyse complète des implications pour Taïwan et l'Asie-Pacifique dans la recherche financière. Lien dans la description. Quatrième implication. Le précédent. Le monde a regardé les États-Unis capturer le président d'un État souverain et l'emmener pour être jugé. Sans déclaration de guerre, sans résolution du Conseil de sécurité, sans même consulter les alliés. L'administration Trump a qualifié cela de « action d'application de la loi, pas d'intervention militaire ». Le département de justice a classé Maduro comme un criminel, pas comme un chef d'État. C'est une distinction juridique que beaucoup contestent. Mais c'est la position américaine. Et si cela fonctionne pour les États-Unis, pourquoi pas pour d'autres? La Russie pourrait-elle invoquer le même raisonnement contre Zelensky? Après tout, Moscou ne reconnaît pas la légitimité du gouvernement ukrainien. La Chine pourrait-elle faire de même contre le président de Taïwan? Pékin considère Taïwan comme une province rebelle, pas un État souverain. C'est le danger du précédent. Une fois qu'une grande puissance montre que les règles ne s'appliquent pas à elle, d'autres peuvent suivre. Cinquième implication. La reconfiguration de l'Amérique latine. Trump et Rubio ont ouvertement menacé Cuba et la Colombie lors de leur conférence de presse après la capture de Maduro. Le secrétaire d'État Rubio, lors de son premier voyage à l'étranger, s'est rendu au Panama. Il a forcé le pays à se retirer de l'initiative Ceinture et Route de la Chine. L'administration Trump augmente la pression sur d'autres pays de la région pour qu'ils quittent l'initiative chinoise. Deux élections importantes arrivent en 2026 dans des pays avec des gouvernements de gauche. Le Brésil en octobre, la Colombie en mai. Les analystes s'attendent à ce que l'administration Trump tente d'influencer ces élections pour installer des alliés de droite pro-américains comme Javier Milei en Argentine. L'objectif est clair. Couper les liens de l'Amérique latine avec la Chine, avec la Russie, avec l'Iran. Imposer l'hégémonie américaine sur la région, exactement comme le prescrit la doctrine Monroe originale, mais en 2026. Avec des moyens du XXIe siècle. Quelle est maintenant la position de la Chine? Paradoxalement, certains à Pékin voient une opportunité. Joue beau,
un colonel senior de l'armée populaire de libération à la retraite, a déclaré à Bloomberg que l'opération américaine permet essentiellement à la Chine de se positionner comme une force stabilisatrice défendant l'ordre international. Pendant que les États-Unis se retirent des institutions multilatérales et bouleversent les normes établies, Pékin tente de se présenter comme le véritable champion de l'ordre international fondé sur des règles. Les commentaires des médias d'État chinois sur l'attaque au Venezuela soutiennent que les États-Unis ont, une fois de plus, mis à nu leur dépendance à la force unilatérale pour façonner les résultats au-delà de leurs frontières, sans for. Cette agression vide également des décennies de rhétorique américaine positionnant l'Amérique comme la gardienne des règles internationales, a écrit Xinhua. En contournant le Conseil de sécurité des Nations Unies, Washington a de nouveau agi en opposition directe aux principes du droit international. C'est le jeu de Pékin. Se présenter comme le défenseur de la souveraineté, comme le champion des petits pays contre les grandes puissances, comme l'alternative au comportement hégémonique américain. Mais c'est un jeu difficile à jouer quand on n'a pas les moyens de ses ambitions. La Chine peut condamner, elle peut dénoncer, elle peut appeler à des réunions du Conseil de sécurité. Mais elle ne peut pas empêcher les États-Unis de faire ce qu'ils veulent dans l'hémisphère occidental. Et tout le monde le voit. C'est peut être la plus grande conséquence de l'opération Absolute Resolve. Pas la capture de Maduro, pas le contrôle du pétrole vénézuélien, mais la démonstration que les investissements économiques et les partenariats diplomatiques ne valent rien face à la puissance militaire. La Chine a investi plus de 60 milliards de dollars au Venezuela. Elle a élevé le pays au plus haut rang diplomatique. Elle a maintenu son soutien malgré les sanctions américaines et l'isolement international. Et en une nuit, tout cela s'est révélé insuffisant. Les analystes de l'Académie chinoise des sciences sociales caractérisent cela comme une exclusion hégémonique. Les chercheurs de China US Focus décrivent cela comme l'effort de Trump pour contrer les puissances émergentes qui remettent en question la domination américaine. La présence chinoise en Amérique latine est vue comme la menace principale. Et Washington a montré qu'il est prêt à utiliser la force pour l'éliminer. Où allons-nous à partir d'ici ? Plusieurs scénarios sont possibles. Premier scénario, la Chine se replie. Elle réduit ses ambitions en Amérique latine. Elle concentre ses ressources sur l'Asie, où elle a une capacité militaire. Elle accepte tacitement la domination américaine dans l'hémisphère occidental. Deuxième scénario, la Chine double la mise. Elle augmente ses investissements dans les pays qui résistent à la pression américaine. Elle développe des ventes d'armes, notamment des systèmes de défense aérienne, à des pays comme Cuba et la Colombie. Elle tente de créer des faits accomplis avant que les États-Unis ne puissent réagir. Troisième scénario, la Chine joue le long terme. Elle accepte les pertes à court terme. Elle se positionne comme le défenseur de l'ordre international. Elle attend que l'excès américain provoque une réaction. Et elle capitalise sur le ressentiment que les actions de Trump génèrent dans la région. Quel scénario est le plus probable ? Probablement une combinaison des trois. La Chine va réduire son exposition là où elle est vulnérable. Elle va renforcer ses positions là où elle peut. Et elle va attendre, car la Chine joue toujours le long terme. Et elle sait que les administrations américaines changent, que les priorités évoluent, que ce qui semble permanent aujourd'hui peut s'effondrer demain. En attendant, le Venezuela devient un territoire contesté, un champ de bataille dans la compétition entre les deux plus grandes puissances du monde. Et les Vénézuéliens, ils ne sont que des pions, dans un jeu qui les dépasse, un jeu dont ils n'ont pas écrit les règles, un jeu dont ils ne choisiront pas le vainqueur. C'est la réalité géopolitique de 2026. Les grandes puissances s'affrontent, les petits pays subissent. Et les règles que nous pensions établies se révèlent n'être que des suggestions. Abonnez-vous à cette chaîne, activez les notifications, car ce qui se passe au Venezuela aujourd'hui détermine l'ordre mondial de demain. Et vous devez comprendre ce qui se joue.